Et ces premiers mois sont importants parce que vous avez l'état de grâce, mais également ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui fait chuter l'état de grâce. Et là, ce qui, d'une certaine façon... Vous nous disiez en première partie, l'état de grâce, c'est fini. L'état de grâce, en tout cas, commence à terminer, oui, à mon avis. Et cette affaire en marque en grande partie la fin. Pourquoi ? En fait, ça a été dit. Enfin, il y a... Vous avez cité le grand philosophe Jacques Chirac tout à l'heure. Il y a une autre citation de Jacques Chirac. Les merdes, ça vole toujours en escadrille. Et là, de fait, on a eu cette remise en cause de l'autorité du chef de l'État dans le cadre militaire. On a également eu la remise en cause de l'autorité du chef de l'État dans le cadre du groupe parlementaire. On en a parlé également un petit peu. La loi sur la moralisation politique, de la vie politique, où les députés En Marche se sont montrés plus ou moins caractériels. Donc là, Emmanuel Macron, qui essayait d'échapper aux deux précédents modèles, l'activisme un peu on va dire, du chef Nicolas Sarkozy et d'un autre côté l'impuissance de François Hollande, eh bien cette semaine il est apparu comme un chef un peu caractériel et en même temps impuissant. Alors, on va écouter justement les réactions sur cette affaire. Et là, vous allez l'entendre, l'opposition, j'allais dire toute opposition confondue, de la droite à la gauche, est unanime. Même Jupiter devrait savoir distinguer l'autorité, louable, de l'autoritarisme, indécente jouissance d'un pouvoir personnel. Vous savez, un vrai chef n'a pas besoin de répéter tous les matins qu'il est le chef. Un vrai chef, c'est quelqu'un qui a de l'autorité et pas de l'autoritarisme. L'autorité d'un chef, c'est prendre des décisions courageuses, difficiles et responsables. Là, les décisions qui ont été prises sont irresponsables. Cette crise d'acné juvénile d'autorité est vraiment malvenue et j'ai peur qu'on ait là les premiers signes des traits caractériels d'un président qui va devenir de plus en plus inquiétant. Le sens de la formule de Gilbert Collard. Florian Silnicki, il n'est pas idiot, Emmanuel Macron. Il savait bien que tout n'allait pas passer comme une lettre à la poste et que c'était plus compliqué que ça d'être président. Qu'est-ce qui se passe là ? Il est face aux réalités, il n'a pas tout prévu ? Il faut évidemment faire face aux réalités. C'est d'ailleurs ce que les Français retiendront dans la perception du chef à travers la présidence de la République qu'il a tenté d'installer jusque-là. La difficulté aujourd'hui pour Emmanuel Macron, au fond, c'est d'assumer les conséquences des réalités du pouvoir, c'est de se dire que tout n'est peut-être pas aussi facile que la conquête du pouvoir l'a été pour lui, en sachant que jusque-là, devant lui, il y avait une série de bonnes étoiles qui ont contribué à sa conquête du pouvoir et que tout s'est passé comme il le voulait. Donc les étoiles sont en train de s'éloigner là ou quoi ? Sans doute, mais sans doute qu'elles s'éloignent par une succession d'erreurs qu'il n'aurait pas dû commettre. Emmanuel Macron, il nous a beaucoup vendu, notamment dans la mise en scène médiatique de son action politique, qu'il était au fond le patron d'une start-up, cela lui avait permis de conquérir le pouvoir et que ce serait sa façon de diriger la France. Un patron de start-up, ça ne dit pas en réunion à ses équipes « vous n'avez rien à dire, je suis le chef, c'est comme ça, appliquez mes décisions ». Ça ne se fait pas comme ça, le style de management ne peut pas se produire ainsi. Au fond, ce sont ces incohérences qui sont difficiles. C'est les incohérences des promesses dans l'armée, je sanctuarise un budget mais je le remets en cause, tout ça pour en fait dire non, je ne le remets pas en cause. Et c'est ce qui a coûté très cher à François Hollande, cette illisibilité permanente en plus de son incapacité à prendre des décisions que n'a pas Emmanuel Macron. L'opinion n'a pas compris cette affaire des 850 millions d'économies de l'armée, alors qu'on a dit, si, on va tendre vers les 2% du budget de l'État à l'armée, on va l'augmenter pendant les 5 ans du quinquennat. Il y a une incohérence, là, dans la com ? Oui, il y a une incohérence, c'est-à-dire qu'il y a, je pense, cette idée qu'au bout du compte, Emmanuel Macron a fait une concession, alors que ça, en fait, c'est quelque chose qu'il avait prévu, c'est-à-dire que tous les torts ne sont pas dans la politique d'Emmanuel Macron. Il y a également un vrai problème de communication. Mais je dirais que c'est la faute d'Emmanuel Macron et c'est pas sa faute. C'est-à-dire que c'est également la faute du système. Il faut essayer de penser qu'est-ce que la Ve République. La Ve République, en fait, a été étudiée notamment à travers le suffrage universel direct pour l'élection du président de la République, pour faire un mini De Gaulle. À chaque élection présidentielle, on fait un De Gaulle. C'est-à-dire qu'on crée un sauveur. On refait un 18 juin, on refait un 1958. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est pas De Gaulle. Pas parce qu'il n'a pas la carrure, etc., mais parce qu'il n'a pas le 18 juin, parce qu'il n'a pas la légitimité historique. Et donc, oui, mais dans ce cas-là, Sarkozy, Chirac... Exactement, ça a été leur problème également. C'était pas De Gaulle non plus. C'était également leur problème. C'est-à-dire que vous élisez quelqu'un avec l'idée « il va sauver la France », en même temps, il a en fait une autorité politique relativement limitée. Parce que c'est pas De Gaulle. Il n'a pas la capacité de dire, comme le général De Gaulle, je décide
et la France suivra. Et pourtant, quand il le fait, ça passe pour l'autoritarisme. Et pourtant, là, il n'a pas beaucoup de contre-pouvoir ou d'opposition. Hein. Parce que l'opposition, face à lui, il a un peu un boulevard. Mais c'est d'ailleurs un problème. Cette volonté affichée et revendiquée de tout verrouiller, de la communication jusqu'au déploiement de son action politique, ça peut l'isoler. Ça peut être aux yeux des Français une façon de se couper du terrain et de leur réalité. Et au fond, ce qui a été un avantage jusque-là pour se construire peut apparaître demain comme quelque chose d'extrêmement entravant pour la construction de son image. On va en parler en troisième partie de ça, de la communication. Question quand même, l'opération Reconquête. Je suis héliporté sur un sous-marin nucléaire, je porte une tenue de militaire pour aller voir les militaires hier. Est-ce que ça a marché ou ça n'a pas marché, Patrick Le Yarrick? Je ne sais pas si ça a marché, mais ça ne... Parce que là aussi, on était un peu dans l'image. Bien sûr, mais ça ne peut pas durer. Les gens ne vivront pas d'images et d'eau fraîche. Les gens, ils vont compter leur argent, ils vont voir s'il y a un avenir pour les enfants, s'il y a un emploi, si on va trouver de la place dans les lycées et dans les universités. C'est ça qui compte. Et c'est là-dessus qu'il va buter, parce que les choix ultralibéraux qu'il est en train de faire sont des choix qui vont détruire encore plus de services publics, réduire la dépense sociale et publique utile, compresser le pouvoir d'achat, et donc viendra assez vite le moment où il va devoir affronter ce mécontentement-là qui va s'exprimer de différentes manières. Alors, pour en finir avec ce chapitre de Villiers, ça ne vous a pas échappé non plus, comment on peut dire ça, cette diversion, cette manœuvre de Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, hier dans le Figaro. On va revoir ses déclarations qui, j'allais dire, en remet une couche contre Pierre de Villiers. Le chef d'état-major a été déloyal après sa communication. Il a mis en scène sa démission. On pensait que la séquence était terminée, verrouillée avec la visite aux militaires, que c'était fini. Crac, deuxième couche. Pourquoi ? Si vous voulez, on a dit qu'Emmanuel Macron avait eu une éducation de jésuite. Vous savez, Pascal en voulait aux jésuites parce qu'il disait tout et leur contraire. Et donc il y a eu ça dans la politique d'Emmanuel Macron, dans sa campagne, quand il parlait des excuses concernant la guerre d'Algérie, puis qu'ensuite il faisait le procès de la repentance, quand il disait qu'on avait méprisé les opposants au mariage pour tous, et qu'en même temps il disait qu'il voulait aller plus loin. Donc il y a ça. C'est-à-dire que Emmanuel Macron ménage ses contradictions parce qu'il espère gagner sur les deux tableaux. Mais c'est parfois le en même temps, là, on est en plein C'est le en dedans. même temps. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Donc après, il y a... Parce que là, Christophe Castaner, il ne fait pas cette déclaration de lui-même. Il a le feu vert de l'Élysée. Il l'a fait probablement pas de lui-même. Ou alors c'est une grosse gaffe et ça a dû s'expliquer dans les couloirs. Mais probablement que non. Emmanuel Macron est quand même connu pour contrôler sa communication, pour contrôler, voire surcontrôler ses ministres, ce qui est un autre type de problème. Et donc non, il est probable qu'en effet, il y ait cette idée de dire tout et en même temps un peu son contraire. Oui. C'est compréhensible, ça ? Ça fait partie d'une stratégie. En tout cas, du point de vue de la stratégie de communication, c'est une maladresse absolue. On ne remet pas de l'eau au moulin, faisant naître un nouveau feuilletonnage médiatique sur cette séquence, alors qu'on a tout mis en œuvre jusque-là pour en sortir, notamment avec cette visite des militaires et la nomination d'un nouveau chef d'état-major des armées. C'est absolument injustifiable et incompréhensible, si ce n'est, au fond, par leur volonté de dire qu'ils auront le dernier mot, ce qui est là encore donc là, on est bien dans le péché d'orgueil, là. En l'état, c'est parfaitement illustré, évidemment. C'est pas seulement, c'est que cette affaire a provoqué beaucoup d'émoi, d'émotions et de doutes, de mécontentement dans le pays, dans le tréfonds du pays. Et donc, M. Castaner continue le service après-vente. C'était assez marrant. Alors attendez, c'est le porte-flingue d'Emmanuel Macron dans ce cas-là, il fallait absolument, il faut justifier cette décision, parce que cette décision n'est pas comprise dans les milieux qui décident, mais dans le bistrot du coin où on parle ça, personne ne peut comprendre ça. Et donc, comme cette chose-là perdure, et d'ailleurs elle perdure tellement que nous sommes en train d'en parler, et qu'on va en parler tout le week-end, eh bien il faut continuer le service après-vente. C'était symptomatique le lendemain matin. Les ministres qui étaient invités sur les plateaux, dans les radios et le plateau de télévision, pour parler de leur domaine de compétences, évidemment, la première question était là-dessus. Tout le monde répétait la même chose. Et une chose
inaudible, incompréhensible, qui n'était pas du tout en relation avec ce que ressentaient les gens. Et donc, Castaner va très loin. Il a été même plus loin que la phrase que vous avez mis là, puisqu'il a parlé de poète, je ne sais quoi. Poète revendicatif, ce qui est quand même, on parle quand même du chef d'état-major, alors que nous sommes sur des théâtres d'opération, alors que beaucoup de nos militaires sont plus que essoufflés, fatigués, ceux qui assurent la sécurité dans les gares, comme ceux qui sont au Mali et ailleurs. Et on parle comme ça du chef d'état-major. Il y a bien quelque chose qui ne va pas dans ce royaume. Mais je partage ce qui vient d'être dit d'ailleurs, parce qu'il y a aussi un point qui est, auquel Emmanuel Macron et ses équipes de communicants ont été confrontés, c'est que les Français, ils ont une très bonne image de l'armée, et que d'ailleurs souvent, ça s'illustre par le fait que les ministres régaliens ont la meilleure cote dans l'opinion publique. Et évidemment, quand vous prenez cet environnement de l'opinion publique, face à la décision qui a été prise, ça ne fait que renforcer l'incompréhension des Français, et notamment face à ce qui apparaît comme une décision brutale. Totalement inaudible d'ailleurs, la ministre des Armées, Florence Parly, rien, nada, zéro. Malheureusement oui, et le fait qu'elle s'appelle des armées, lui enlève beaucoup de pouvoir, beaucoup de possibilités. Moi, pourquoi ? Parce que ce n'est pas le même concept que ministre de la Défense. Ce n'est pas du tout le même concept. Ça change quoi ? S'il va dire « je suis le chef », parce qu'il a dit « je suis le chef » sur le perron du ministère des Armées, précisément, l'ancien ministère de la Défense. Ça veut dire qu'en dehors de moi, il n'y a personne, sauf Madame la ministre, qui va s'occuper de gérer un peu le budget, commander les treillis. Mais c'est quoi, elle gère l'intendance, elle ? En même temps, malheureusement, je le crains. Malheureusement, je le crains. Elle n'a pas la possibilité de participer à une réflexion stratégique à hauteur de ce que nous avons besoin aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de questions. Ça a toujours été le domaine présidentiel, l'armée. Pas tout à fait. Le précédent ministre de la Défense était comptable de la stratégie de la Défense, et il a fait de choses extrêmement importantes de ce point de vue. On ne peut pas lui enlever ça. C'est vrai que le président de la République, constitutionnellement, il a la fonction dont on dit, mais ce n'est pas anodin. D'abord, pour moi, ce n'est pas anodin qu'on ait enlevé Jean-Yves Le Drian de la Défense. Ce n'est pas anodin qu'on enlève le chef d'état-major, et ce n'est pas anodin on parle moins, mais on a enlevé aussi le général qui était chargé de la programmation du matériel. C'est-à-dire, on a décapité la structure de notre défense. Jean-Yves Le Drian aurait été un empêcheur de tourner en rond ? Je pense que ça ne coïncidait pas avec les vues, même parce que Jean-Yves Le Drian lui a rendu un grand service à Emmanuel Macron, parce qu'on parle de François Bayrou. Mais quand Jean-Yves Le Drian est venu, ça valait extrêmement cher, ce transfert. C'est aussi cher que le transfert de Neymar au PSG. Peut-être même plus. Et donc, ce n'est pas fait. Et donc, ce n'était pas rien. Mais qu'on ait modifié à ce point notre opinion stratégique et qu'on ait changé le concept de défense par ministre des Armées, ça a une signification politique très importante. Qui était à la base un coup de communication, d'ailleurs. À un moment où on parle de cette fameuse défense européenne, et on parle de ces fameux 2% qui sont le critère de l'OTAN. Le Drian, qui d'ailleurs est aux abonnés absents. Hein. Alors, Le Drian qui est aux abonnés absents, c'est-à-dire qu'on a en effet changé Jean-Yves Le Drian. On a également changé, ce qui est encore plus important, son directeur de cabinet, qui était un homme de réseau, et qui en fait, à eux deux, avec le général de Villiers, ont composé une sorte de triptyque qui, pendant toutes les années Hollande, a lutté contre qui ? A lutté contre Bercy. C'est-à-dire qu'il faut voir que le gouvernement, c'est pas tellement une lutte entre ministres, c'est une lutte entre hauts fonctionnaires et plutôt entre tendances de hauts fonctionnaires. Vous avez les fonctionnaires de Bercy qui disent grosso modo qu'il faut faire des économies partout, et d'un autre côté, vous avez les fonctionnaires des ministères, des autres ministères, qui essayent de sauver leur budget. Mais vous êtes en train de nous dire que Macron respecte plus Bercy que le reste. La plupart des cabinets sont peuplés par des gens qui viennent de Bercy, et lui-même vient de Bercy. C'est-à-dire qu'il y a malgré tout une influence de Bercy dans ce gouvernement qui est extrêmement importante et qui explique beaucoup de choses. Par ailleurs, il ne faut pas reprocher à cette pauvre ministre ce pourquoi elle a été nommée. Elle a été nommée pour être relativement transparente. Elle ne vient pas du tout de ce domaine-là. C'est plutôt une femme qui vient des grandes entreprises et des entreprises publiques
et sa était prédécesseuse, ministre qu'on a budget, rapidement il était oubliée, ministre budget. voilà, et sa prédécesseuse Sylvie Goulard n'y connaissait pas non plus grand-chose, un peu plus, mais pas grand-chose. Donc en fait, Non, mais elles ont alors, été nommées c'est quoi, pour être c'est un transparentes. gadget, le ministre des Armées sous Macron? C'est un gadget, c'est-à-dire que c'est une façon d'être transparent pour permettre au président, justement, et il l'a très très bien montré durant les premiers mois, d'apparaître comme le réel chef des armées. Dès lors, il fallait Donc surtout c'est pas très qu'elle se mette en gaulliste, là. avance. On revient dans De Gaulle. Oui et non. C'est moi qui dirige le pouvoir régalien. C'est-à-dire Voilà. qu'il y a une idée de domaine réservé, je dirige le domaine régalien, mais De Gaulle montrait qu'il dirigeait en général, c'est-à-dire que lui-même était un militaire. Macron n'est pas un militaire, il n'a même pas fait son service militaire. Donc il y a une dissonance là, qui est relativement importante entre le message d'un côté et de l'autre, la façon de se revendiquer d'une posture gaullienne. Est-ce que cette affaire de Villiers va laisser des traces, notamment chez les militaires, évidemment, même si on leur dit l'année prochaine, si, on va vous augmenter votre budget de quelques milliards, c'est prévu. On a désavoué leur chef. Se demander si ça va laisser des traces, c'est extrêmement tautologique. Évidemment qu'il va y avoir des traces dans, au fond, la confiance que pouvaient porter nos armées à l'action du président de la République. Et ça pose d'ailleurs d'autant plus problème que les armées ne sont pas un électorat tout à fait naturel, d'après les dernières analyses de sociologie électorale d'Emmanuel Macron. Donc ça ne peut que renforcer la défiance Ils sont plus qu'ils ont envers les armées. plutôt Marine Le Pen jusque-là. Ouais, la moitié. En tout cas, c'était quand même quelque chose qu'il fallait prendre en compte avant de prendre sa décision. Et dans l'opinion, ça va aussi laisser des traces d'un Oui. certain amateurisme. Encore une quelque fois, sorte. voilà, à mon avis, c'est ce moment où l'état de grâce se rompt. Et ça, c'est un moment important parce qu'il s'agit de se demander pourquoi est-ce qu'il se rompt. Par ailleurs, il y a un grand risque qui est pris du point de vue, à mon avis, de la communication et du point de vue tout bêtement des vies humaines. Si avant la fin de l'année, avant le prochain budget, on a un militaire au Mali qui meurt par défaut de matériel, si on a un attentat de masse et qu'on se rend compte que les moyens n'y étaient pas, sur qui va retomber l'affaire? Évidemment, directement sur Emmanuel Macron. Et là, il y a un vrai danger. Il s'est mis en avant, il a dit qu'il ferait des coupes budgétaires. Si jamais ça se passe mal, eh bien, ce sera lui qu'on prendra à témoin. C'est vrai, si le chef fait tout, alors le chef assume tout en termes d'image, Ouais. c'est très vrai. Mais sans compter aussi que beaucoup de militaires disent un budget, c'est fait 1 ou 2 ans avant. Donc tout ce qu'on a commandé jusqu'à la fin de l'année, qu'est-ce qu'on fait? On dit ah non, finalement, on rachète pas de. C'est l'argument du ministère. Ils disent grosso modo, on va reporter des commandes. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de commandes qui sont nécessaires pour que l'armée fonctionne bien. Et l'armée les avait justement prévues. D'où les problèmes que ne comprennent peut-être pas les membres du cabinet du ministère de la Défense, et surtout de Bercy, mais que comprennent très bien les militaires sur le terrain. Alors, vous parliez du Front National. Florian Philippot, le vice-président du mouvement, était dans 24 heures en question hier face à Bénédicte Le Châtelier. Il est revenu sur cette affaire, à la fois la démission de Pierre de Villiers et le contre-feu de Christophe Castaner. On a aujourd'hui M. Castaner, qui a eu la brillante idée, donc secrétaire d'État, je crois, qui a eu la brillante idée de nouveau d'humilier le général de Villiers. Alors que M. Castaner n'est quand même pas grand-chose. Alors, il est très respecté par ses hommes, et c'est normal, c'est un grand soldat. Il a été humilié dans cette affaire-là. Il a pris courageusement ses responsabilités en démissionnant. Et je veux dire, finalement, c'était lui le chef, et Macron était le petit chef. Bon, c'est dit. Psychologiquement, donc vous l'avez dit, ça laissera des traces. Comment est-ce que Macron peut rebondir en augmentant l'année prochaine vite le budget de l'armée ? Il va tenter de rebondir, mais il va falloir sortir de la défense pitoyable qui est actuellement déployée par ses équipes, qui est d'expliquer que les armées sont sous l'influence des pressions de l'industrie de l'armement, qui veulent vendre beaucoup d'armes. Militaro-industriel. Elles se plaignent tout le temps, alors qu'en fait, elles n'ont jamais autant fait de bénéfices en vendant des Rafales, mais pas seulement. Ça fait beaucoup d'argent. Bien sûr, et c'est là encore une contradiction absolue avec la volonté de maintenir notamment M. Le Drian, qui a été jusque-là un excellent VRP. Et c'est ce qui avait permis d'ailleurs à Emmanuel Macron de s'y attacher au fond. Il avait tenu à ce que cette personnalité le rejoigne parce que les résultats avaient été excellents dans la vente de ce qui fait le savoir-faire industriel français. Et moi je crois que tout ce qui est déployé aujourd'hui en termes de riposte pour tenter de sortir de cette séquence négative est franchement tout ce qu'il y avait de pire à faire et à déployer. Mais pour vous, Le Drian en ce moment mange son chapeau en vide. Ah oui, ça a été son combat pendant 5 ans. Ouais. Et il a bien réussi. C'est-à-dire que c'est probablement l'un des meilleurs. Il avale des
des couleuvres, je veux dire. Oui. Il avale des couleuvres et en plus Emmanuel Macron lui donne peu de place au ministère des Affaires étrangères. Donc à mon avis, Vous avez vu qu'il veut réconcilier quand même le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats en ce moment. Oui, évidemment. Enfin, on verra bien ce qu'ils en pensent eux. C'est quand même eux les premiers intéressés. Non, là, à mon avis, pour répondre un peu à votre question, ce que pourrait faire, sans être stratège en communication, mais ce que pourrait faire de mieux Macron, c'est vite changer de séquence. C'est-à-dire faire oublier cette affaire qui, plus elle pourrit, plus va lui retomber dessus et plus va laisser des marques dans l'opinion. Le problème, c'est qu'il n'a pour passer à autre chose que des coupes budgétaires à proposer, en fait. On a parlé des APL aujourd'hui. Donc, en fait, il était censé manger son pain blanc. Les universités, le ministère de l'Intérieur aussi. Et faire le plein de légitimité. Et tout d'un coup, ce plein de légitimité, badaboum, et arrive le pain noir. Et là, il est dans un vrai problème pour rebondir, parce que maintenant, il faut passer dans le dur du sujet. Et c'est pas forcément là-dessus qu'on fait des voix. Mais que n'aurait-on dit s'il avait dit on laisse filer les 3% de déficit, on va continuer sur 3,2, 3,3, c'est pas grave. Quelque part, il a aussi une logique d'essayer de rester dans les clous. Non, mais c'est les milieux financiers qui parlent des 3%. Qui dans le pays parle de 3%? Personne. Vous pouvez circuler dans les entreprises, dans les rues, les gens ne parlent pas de ça. C'est quand même Bruxelles, oui. Oui, mais bien sûr, c'est tous des chefs comptables, ils font plus de politique, ils s'occupent jamais des gens. La vie des gens, c'est quelque chose qui leur est totalement étranger. Ils sont dans leurs bureaux, dans les cabinets, mais la vie réelle n'est pas de ce côté-là. On ne va pas... Regardez ce que va provoquer la décision d'enlever 13 milliards aux collectivités territoriales, qui vont s'ajouter aux 11 milliards enlevés dans le quinquennat précédent. Ça, personne ne le dit. Mais ça va provoquer quoi? Ça va provoquer un recul des investissements. Ce sont les collectivités territoriales qui investissent. Ça va provoquer un recul du bien-être, puisqu'on va enlever des services publics qui concernent la santé, la culture, l'aide à la petite enfance, l'aide aux personnes âgées. C'est de ça qu'il faut discuter. Que les marchés financiers aient les yeux rivés sur les 3%, ça c'est d'accord. On est dans la rigueur? On est dans l'austérité. On est en train de rentrer. Nous avons un président de l'austérité et de l'autoritarisme. C'est là qu'on est en train d'entrer aujourd'hui. Alors, en camouflant les débats de fond. Parce que sur cette image. Mais non, mais bien évidemment, mais ils sont tous pareils. Oui. Et c'est toujours pareil. Mais alors qu'on devrait avoir des débats de fond. Je reviens à la question de la défense et des armées. Il faut quand même bien avoir un débat public de fond, un débat populaire, sur la question de savoir dans quelle mesure on fait une armée européenne, une défense européenne, ou une coordination européenne de nos armées. Il n'y a pas de débat. Il y a un débat à avoir sur la question de savoir, est-il légitime d'aller aux 2% des richesses produites, alors qu'on ne parle pas de la part des richesses produites, par exemple, pour l'université aujourd'hui. Donc, il faudrait bien avoir ces débats publics. Donc, on dit qu'il est légitime. Il est légitime. Il serait d'autant plus légitime qu'il serait le président qui aide à animer ces débats publics et à prendre des décisions. Mais ça fait quand même, je ne sais pas, 60 ans qu'on parle d'une armée européenne, que ça ne marche pas. Ça fait des années aussi qu'on dit pourquoi est-ce que la France, alors avant c'était la France et l'Angleterre, qui ont les deux seules armées crédibles, font le boulot pour les autres et les autres ne payent pas. Pourquoi est-ce qu'on résoudrait ces problèmes aujourd'hui alors qu'on n'a pas pu le faire avant? Non, mais là, il y a un débat et une caisse commune qui est quand même faite. Oui. Et la dernière rencontre avec Mme Merkel, pour l'essentiel, elle a parler de cela. Et ce que vous dites à propos du Royaume-Uni, oui, c'est une question, dès lors que le Royaume-Uni est en train de sortir. Mais la fabrication commune, un certain nombre de projets communs de fabrication d'armement que nous avons, vont vraisemblablement perdurer. Pour vous, ça va se faire. Comment ? Ça va se faire pour vous. Moi, Merkel a enfin donné son accord. Moi, je ne dis pas que ça va se faire, mais il y a une situation mondiale, géopolitique mondiale nouvelle, avec l'attitude de M. Trump, avec les tensions avec M. Poutine, avec le fait que M. Trump ne veut plus payer sa quote-part dans un certain nombre d'institutions internationales, il y a une géopolitique nouvelle qui est en train de s'installer et qui nécessite d'avoir au moins un débat, pour le moins un débat. Or, le fait de changer de chef d'état-major empêche ce débat.
Il y en a un nouveau maintenant. Parce qu'on parle d'autre chose. D'avoir un débat avec un nouveau chef d'état-major, non? Pourquoi pas? Qui était celui du Premier ministre, d'ailleurs. Soit dit en passant, le général Lecointre. Si vous voulez, cette question de l'Europe de la défense, elle est centrale, je pense. D'abord, pas tellement sur ce qu'elle va se faire ou est-ce qu'elle va pas se faire. Parce qu'il faut savoir de quoi on parle quand on parle d'Europe de la défense. Pour l'instant, on est sur une Europe de la défense industrielle. Produire... grosso modo, les mêmes avions pour tout le monde, essayer de rationaliser pour faire moins cher et faire mieux. L'idée d'une armée européenne, en revanche, elle pose beaucoup plus de problèmes, parce que ça implique, est-ce que des soldats allemands voudront aller au Mali ? Est-ce que des soldats italiens voudront aller au Mali ? Pour la formation. Voilà, exactement. Donc, là, il y a des intérêts stratégiques entre les nations européennes qui sont profondément différents. Et donc, l'idée d'une armée européenne, c'est-à-dire des soldats avec marqué Europe sur le casque, ça, c'est beaucoup plus compliqué. En revanche, là où c'est très important et très intéressant, c'est que je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui a été dit, comme quoi Emmanuel Macron tergiversé, etc. Non. Il a, alors peut-être sur les mesures, mais en revanche, il a une colonne vertébrale idéologique, je dirais même une métaphysique du pouvoir, qui est l'Europe, la mondialisation. Ça, il l'a annoncé d'emblée. Il l'a affirmé courageusement d'ailleurs, très courageusement dans la campagne, parce qu'on sortait du Brexit, et que ça n'avait pas vraiment le vent en poupe. Donc il l'a affirmé. Maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il se met en accord avec cette métaphysique du pouvoir. Il faut respecter les 3%, il faut faire de la réduction budgétaire, il faut faire plus d'Europe, et pour faire plus d'Europe, parce que c'est demandé par les institutions européennes, il faut faire plus d'austérité. Donc il est cohérent. Maintenant, vendre de l'austérité au niveau de l'Europe, et il va falloir que l'opinion le comprenne aussi. On va parler en troisième partie, si vous voulez bien. Les 3%, c'est une négociation avec Merkel en échange. Ah non, les 3%, c'est dans les traités, c'est dans le traité de Maastricht. Oui, mais bien sûr. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, si ça vient avec cette force dans le débat, c'est dans la négociation avec Merkel qui lui dit « tu réformes le marché du travail, comme on dit ». Tu vas aux 3% et je discuterai avec toi d'une réforme de la zone euro. On est d'accord. Qu'enfin, la France fasse les réformes et là, on va marcher ensemble. Des contre-réformes. On va parler de la communication, justement, d'Emmanuel Macron. Comment se faire comprendre de l'opinion quand on se veut un président qui prend toutes les décisions et qu'au Parlement, on a une majorité qui ne parle pas énormément. En troisième partie, avec nos invités. Restez avec nous. Les fruits comme vous ne les avez jamais goûtés. Nouveau Tropicana, maintenant en dessert de fruits. Je sais ce que vous vous dites. Vous avez besoin d'un expert pour l'achat de votre matelas. Mais vous vous dites aussi, comment peut-on être expert en literie quand on doit l'être en appareil à raclette, en fer à lisser, en téléviseur 4K et en machine à espresso? Eh bien, vous savez quoi? Vous avez raison. Moi, par exemple, j'aime pas la raclette. J'ai même pas la télé chez moi, mais bon, peu importe, parce que le seul rayon dont je m'occupe chez Conforama, c'est celui-là. Bonjour, je peux vous renseigner? Conforama, le confort pour tous. Nous, c'est Feu Vert. Et lui, c'est Jean-Marc. Les pneus, pour lui, c'est du sérieux. C'est son domaine. Il les choisit avec beaucoup de précision. Comment on le comprend, Jean-Marc? Jusqu'au 12 août, 100 000 pneus Michelin en stock prêt à poser à partir de 32 €. Feu Vert, la patte de l'expert. Passez un bel été en 4G avec Bouygues Télécom, le réseau 4G des vacances. Bouygues Télécom. Aujourd'hui, on se parle de n'importe où d'un. On se rencontre en un et on se donne rendez-vous d'un. Il était temps de pouvoir également trouver un job d'un simple. Corner Job est l'application mobile pour trouver un emploi en moins de 24 heures dans la restauration, le commerce, les services et bien d'autres secteurs. Corner Job, vous commencez demain. Téléchargez l'appli. Alors, on n'est pas bien là? Non, on n'est pas bien là. Alors, on n'est pas bien là? Ouais, là on est bien. En déco, tout commence par 4 murs. Papier peint, peinture, rideaux, déco. Inscrivez-vous aujourd'hui sur Élite Rencontre. 100% de profils vérifiés, un test de personnalité et des célibataires qui vous correspondent. EliteRencontre.fr. Ce qui est formidable avec Expedia, c'est que souvent, on peut faire des économies en réservant le vol et l'hôtel en même temps. J'aime beaucoup l'Australie, mais ce que je préfère, c'est passer du temps avec ma petite nièce Frankie.
fluncher à fond, fluncher des moules. 7,95 € c'est à la cool. Le soir et le dimanche à volonté. Ah, les moules frites, ça va fluncher. Y'a que chez Flunch qu'on peut fluncher. Fluncher à fond, fluncher fièrement. Avec Bouygues Télécom, profitez de tout le potentiel de la fibre, en ce moment au prix exceptionnel de 14,99 € par mois pendant un an, puis 27,99 €. Bouygues Télécom. Yes! Bruno vient de gagner son pari PMU, et comme il a joué au simple jackpot, il a même multiplié son gain par 1000. Déjà 1,5 million de paris gagnants au simple jackpot de PMU. J'ai découvert qu'on peut souvent faire des économies en réservant le vol et le hôtel en même temps sur Expedia. La réunion s'est très bien passée. Maintenant, je n'ai qu'une hâte, c'est d'explorer Manhattan. Mais personne ne répond. Un appel perdu, un client perdu. Bon, c'est décidé. Je crée mon Switchy. Switchy, le service d'accueil téléphonique 2.0. Cliquez, switchez, votre standard est activé. Nouveau Skoda Kodiaq, jusqu'à 7 places. Un vent d'air frais souffle sur les SUV. Mon ordinateur vient de mourir. Je suis peut-être mort, mais laisse-moi te dire une toute dernière chose. Tu devrais prendre le nouvel iPad Pro. Avec sa puce Fusion A10X super puissante, tu seras entre de bonnes mains. Merci, fantôme d'ordinateur. Oups, j'ai oublié mon câble. Je redescends. Aujourd'hui, on se parle de n'importe où d'un. On se rencontre en un et on se donne rendez-vous d'un. Il était temps de pouvoir également trouver un job d'un simple. Corner Job est l'application mobile pour trouver un emploi en moins de 24 heures dans la restauration, le commerce, les services et bien d'autres secteurs. Corner Job, vous commencez demain. Téléchargez l'appli. Utilisez le ruban de masquage Scotch Blue pour des résultats sans bavure et des lignes impeccables. Grâce à la technologie adhésive 3M. Ou fixer pour de bon. Ou réparer pour durer. Pour des résultats spectaculaires à chaque fois. La fierté du travail bien fait avec les rubans Scotch, bricolage et décoration. Laissez-vous tenter par le confort et l'efficacité du rasoir à tête rotative Silvercrest. Ces 3 têtes de rasage épouseront toutes les courbes de votre visage et de votre cou pour une coupe nette dès le premier passage. Rasoir à tête rotative Silvercrest, 19,99 € dès lundi en exclusivité chez Lidl. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Emmanuel Macron, le temps des doutes, on en parle dans 24 heures en question ce soir avec les APL, les aides au logement qui vont baisser de 5 € dès la rentrée prochaine, mais aussi 65 000 bacheliers qui n'ont toujours pas d'affectation d'université. S'y ajoute le quiproquo, le couac du général Pierre de Villiers qui démissionne avec fracas. On en parle avec nos invités ce soir. Patrick Le Yarrick, vous êtes directeur de l'Humanité et député européen Front de Gauche. Benjamin Morel, docteur en sciences politiques et chargé d'enseignement en droit public. Et puis Florian Silnicki, expert en stratégie de communication, fondateur de la Frenchcom. Alors, Emmanuel Macron se veut communicant tout-puissant. Problème, quand il commence à y avoir des couacs, eh bien, tout retombe sur lui. Alexandre Pi. Une semaine de crise et un homme en première ligne. Je suis votre chef. Les engagements que je prends devant nos concitoyens et devant les armées, je sais les tenir.
Et je n'ai à cet égard besoin de nulle pression et de nul commentaire. Pendant la campagne, Emmanuel Macron promettait de prendre de la hauteur, du recul face aux soubresauts de l'actualité. Pourtant, dans la polémique qu'il a opposée au général de Villiers, c'est bien lui qui s'est retrouvé dans la mêlée. L'hypervisibilité que souhaite gérer Emmanuel Macron, qu'il soit visible ou qu'il soit seulement apparent, qu'il prenne la parole ou pas, cette stratégie, elle lui incombe totalement. Une stratégie mise en place pendant sa campagne. Emmanuel Macron a fédéré autour de sa personne autant que ses idées. C'est notre premier meeting et voilà, on se déplace pour la première fois pour quelqu'un. On vote Macron, on pense Macron, on dort Macron, on se réveille Macron. Donc aujourd'hui, je viens voter Macron. 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 Emmanuel Macron. Après la mise en scène de son arrivée au pouvoir, il a mis en scène sa présidence. Emmanuel Macron multiplie les rencontres, en dehors de l'Élysée, dans des lieux symboliques. Vladimir Poutine au château de Versailles, Donald Trump aux Invalides. Des visites très médiatisées et une communication contrôlée. Des bains de foule qui durent, comme à Nice le 14 juillet. Autre symbole de l'hyperprésidence, son discours au congrès de Versailles, la veille de celui d'Édouard Philippe devant l'Assemblée nationale. Et celle d'une transformation résolue. Ce serait au Premier ministre, Édouard Philippe, de prendre plus d'ampleur dans la gestion à la fois du quotidien, mais surtout dans la cohérence entre ce que dit le président et ce que fait le gouvernement. Emmanuel Macron, seul à la barre, avec des ministres tenus à une relative discrétion. La sortie du Conseil de défense, pas un mot à la presse. Le gouvernement, c'est un peu comme un peloton de cyclistes. Parfois, il faut que les équipiers fassent les efforts à votre place pour permettre aux leaders, aux chefs, pour reprendre un terme qui est à la mode, de conduire les réformes et de bénéficier de tous les avantages de cette réforme. Et lui, il ne bénéficie pas, comme Lionel Jospin ou d'autres pourraient bénéficier, de ce qu'on appelle des poids lourds au gouvernement. Donc il est le seul à être visible et il est le seul à endosser. Et avec le temps, il va se fatiguer. Pas de béquilles non plus chez les députés LREM, tenus à l'effacement au profit du chef de l'État. Emmanuel Macron les a rencontrés mardi soir et leur a fait cette promesse. Dans son gouvernement, il n'y a pas d'ordre jupitérien. Alors oui, si c'était si simple, d'aucuns l'auraient fait avant. Voilà, intéressant ce que dit Alix Van Pie. Florian Silnicki, est-ce que c'est ça le problème? Quand on a une communication solitaire, pyramidale, et ben à l'arrivée, dès qu'il y a le moindre couac, le moindre souci, tout retombe sur vous. Évidemment, et d'ailleurs on voit là au fond quelque chose d'extrêmement paradoxal. Emmanuel Macron, il s'est construit sur l'idée qu'il n'irait jamais dans les combats, dans la mêlée quotidienne, dans la politique politicienne, qu'il se tiendrait aux grands débats, qu'il resterait au-dessus de la mêlée, dans une posture extrêmement monarchique. Les mains dans le cambouis, c'est le Premier ministre, c'est le gouvernement. Et là, on voit un Premier ministre totalement inexistant, dont la parole n'imprime pas dans l'opinion publique, et ça aboutit à ce que celui qui se prenne tous les coups, avec l'intitut personnel extrêmement fort que tous les débats supposent, eh bien ce soit le président de la République. Or, c'est exactement l'inverse qui a été voulu et pensé par Emmanuel Macron et ses équipes depuis le moment où il s'est lancé dans cette conquête de l'Élysée. Mais il ne laisse pas non plus beaucoup de champ aux ministres, au Premier ministre, aux parlementaires pour s'exprimer. Oui, enfin, je souscris tout à fait à ce qui a été dit. Je crois qu'il y a un problème de communication et il y a un problème, je dirais, qui est plus qu'un problème de communication. On a fait au début des années 2000 le quinquennat. Avant, vous aviez un président qui présidait, qui était un peu le roi de France et qui contrôlait en sous-main, il ne faut pas non plus se leurrer, mais qui malgré tout avait cette image au-dessus des partis, etc., une image assez gaulliste au bout du compte. Et vous aviez un Premier ministre qui allait au front et qui était le fusible du président de la République. Quand ça n'allait pas, on faisait sauter le Premier ministre. Depuis le quinquennat, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'en fait, le président, et ça a été pensé comme ça, est vraiment investi du pouvoir. En tout cas, apparaît comme réellement investi du pouvoir, et il cumule dans l'opinion, parce qu'il va au front, à la fois les fonctions de chef d'État,
au-dessus des partis, et en même temps chef du gouvernement. Il n'a plus de fusible. Régime présidentiel renforcé. Exactement. Le problème, c'est que celui qui agit est également celui qui est responsable. Et Nicolas Sarkozy disait une phrase qui était plutôt bonne, les Français sont monarchistes et régicides. Au moment des élections, ils élisent un monarque, ils veulent un monarque, quelqu'un de fort, quelqu'un qui agit, mais quand ça ne va pas, ils veulent lui couper la tête. Oui, mais il pourrait laisser plus de mou, encore une fois, à ses ministres et à ses parlementaires. Derrière le mou, il y a François Hollande, qui apparaît comme... desserrer la corde. Qui apparaît comme le contre-modèle d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté, justement, que ça ne parte pas de droite à gauche et de se maintenir, de ne pas être un président mou, d'être un président fort. Mais en même temps, être un président fort, ça implique d'aller sur le terrain, ce qu'il a assez vite compris. Et quand on veut aller sur le terrain et en même temps ne pas mettre les mains dans le cambouis, on donne des jolies images de com, mais qui vous sont reprochées et qui surtout... Et on risque de s'épuiser aussi à tout faire. Moi, je crois que le problème, d'ailleurs, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui a été dit dans le reportage par l'intervenant en communication, parce que moi, je ne crois pas que le problème d'Emmanuel Macron, ce soit de se fatiguer, qu'il continue d'envoyer des textos comme les ministres le dévoilent en off dans la presse toutes les nuits à tout le monde pour dire ce qu'ils ont à faire à leurs ministres. Ça, c'est pas un sujet. Le problème, c'est qu'il va s'abîmer. C'est-à-dire que les Français vont tirer les conséquences en termes de capital sympathie et de confiance dans l'action qu'il déploie assez rapidement face à toutes ces difficultés. Et je crois qu'il faut, pour Emmanuel Macron, savoir tenir sa place, et juste sa place, pas plus ni moins. Mais pourquoi ? Parce qu'il risque d'avoir une image un peu brouillonne, d'être sur tous les fronts, comme l'avait un peu Sarkozy, peut-être, aussi ? Bien sûr, cette hyperactivité, cette hyper-présidence, cette hyper-présence médiatique, cette volonté de tout verrouiller en permanence, elle aboutit à ce que le seul responsable, et donc le seul coupable, aux yeux des Français, ce soit Emmanuel Macron. C'est tout ce qu'il ne voulait pas. Patrick Le Yarrick ? Oui, moi je suis d'accord avec ce qui est exposé, et puis la question que vous posez, c'est qu'il y a de vrais problèmes de communication, mais moi je crois que le problème fondamental, il est politique. Parce que, d'abord, entre ce qu'il a dit pendant la campagne électorale et puis les nécessités dont on nous parle aujourd'hui, secondement, il n'y a pas de corpus idéologique véritable de l'exécutif, de la présidence et de l'exécutif aujourd'hui. On a nommé un Premier ministre qui, quand même, a dit pique-pente du président de la République lorsqu'il ne l'était pas. Aujourd'hui, on a M. Bruno Le Maire, qui a beaucoup de talent par ailleurs, mais qui se trouve là, par exemple, à propos de la CSG, il dit exactement le contraire aujourd'hui de ce qu'il a dit pendant la primaire des Républicains. Donc il y a bien un problème politique, c'est que on se demande quel est le niveau de croyance de ces gens-là dans leur action. Et ça mine la politique. Et donc on peut prévoir que la crise... Mais faudrait revenir à la ligne du parti ? Mais la question n'est pas la ligne du parti. La question est comment qu'on invente un système un peu nouveau, une république un peu modernisée, qui tienne compte réellement de l'opinion des gens et qu'il fasse avec l'opinion des gens, quitte à avoir des débats compliqués, quitte à avoir des débats contradictoires. Mais c'est ça qui permet de faire société. Mais la ligne Macron, c'était justement de dire « je ne suis ni de droite, ni de gauche, Bien ni sûr. du centre, je n'ai pas d'idéologie, mon seul souci, c'est que ça marche ». Mais il est surtout de très à droite. Il est surtout un ultra-libéral. Ça c'est vous qui le dites. Non, mais c'est les faits. Écoutez... Ces députés sont plutôt issus du PS, en revanche. Mais c'est même pas la question, parce que on se rend compte que la mutation de ces gens, la mutation intellectuelle, idéologique de ces gens est bien plus profonde que ce que je pensais moi-même. C'est pas peu dire. Et donc, ces gens, aujourd'hui, sont les muets du sérail. Les ministres doivent se taire à propos de d'autres questions qui ne concernent pas leur département ministériel. Et puis le groupe parlementaire, les gens ne savent même pas ce qu'ils doivent faire. Ils sont là comme des robots à voter. Mais ils n'interviennent sur aucun sujet. Et quand on leur a fait une intervention préparée, ils sont même pas capables de la lire le mercredi après-midi pour poser la question au ministre. Donc vous voyez bien qu'il y a un problème extrêmement lourd. Le précédent président, c'est le contraire. Donc on passe peu d'un extrême à l'autre. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que ces gens-là ont une option politique.
Mais il y a toujours, et c'est ça qui provoque la crise de la politique, tout ceci est toujours maquillé. Et tout ceci est maquillé parce qu'on ne parle jamais de la question fondamentale, quels intérêts véritables on sert. Sert-on l'intérêt général et celui de la majorité de celles et ceux qui ont besoin aujourd'hui d'être défendus, ou sert-on l'intérêt d'une minorité, comme on va le faire avec l'impôt sur les grandes fortunes, qui va aider 280 000 personnes dans ce pays. Benjamin Morel, est-ce que la solution, elle est que justement les quelques poids lourds du gouvernement, je pense à Jean-Yves Le Drian, peut-être à Gérard Collomb, sortent un peu de leurs réserves et fassent un peu du contre-pouvoir ? Ils vont y être amenés, comme la plupart des autres, comme dans la plupart des autres gouvernements. Pour l'instant, on ne les entend pas. Après, est-ce que Emmanuel Macron va leur laisser assez de place ? Et est-ce que ce sont vraiment des poids lourds ? Oui et non. Qui connaissait Gérard Collomb à part les Lyonnais il y a quelques mois ? Donc il ne faut pas non plus, par rapport à ce qu'ont pu être les gouvernements précédents, il ne faut pas non plus considérer comme plus lourds qu'ils ne sont ces poids lourds. J'aimerais réagir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Je pense qu'il y a quand même une cohérence idéologique dans le macronisme. Il faut voir ce qui s'est passé il y a quelques mois. Il y a quelques mois, il y avait une France coupée en quatre. Il y avait une gauche Mélenchon, il y avait un centrisme macronien, une droite conservatrice filloniste, et il y avait Marine Le Pen. Comment a gagné Emmanuel Macron ? Il a réussi à fédérer, en fait, les centres. Ces centres qui étaient déjà sur la même ligne idéologique, Michel Rocard, Alain Juppé, qui avaient écrit un livre ensemble d'ailleurs, depuis des années. Il a dit maintenant, ces centres vont lâcher leurs ailes, Giscard, plutôt je veux sociales. rassembler 2 Français sur 3. C'est ça. C'est la droite et la gauche, on va dire le centre-droit et le centre-gauche, ont lâché leurs ailes plus sociales, un peu plus nationales, un peu plus populaires d'un côté, et on dit maintenant on va gouverner ensemble, on va faire quelque chose. Le problème, c'est que du coup, on a un problème d'opposition. Mais ça fait que 25%. Ça fait que 25%, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais en revanche, vous avez donc une idéologie commune et une forme, je dirais, d'appréhension commune du monde. En revanche, derrière, vous avez des gens qui n'ont jamais travaillé ensemble, vous avez des gens qui, pour beaucoup, sont des novices en politique et qui, pour beaucoup, ne savent pas réellement. D'où les couacs, d'où les couacs, et d'où le fait que vous avez une présidente de la commission des lois qui pensait il y a quelques mois, il y a quelques jours même, qu'il fallait voter les décrets qui sont en fait pris par le Premier ministre ou par les ministres. Donc on est quand même face à des gens qui vont apprendre les rouages du pouvoir, mais qui pour l'instant ne les comprennent pas et qui sont rapidement confrontés à des dossiers très complexes. Et plus qu'un problème de cohérence idéologique qui, à mon avis, n'existe pas, c'est vraiment ce problème-là de désaccord sur comment est-ce qu'on atteint ce nirvana du centrisme qui est bien... Emmanuel Macron, lui, n'a pas d'idéologie particulière. Si. Il est sur cette ligne-là. C'est un vrai libéral, à la fois au sens social et au sens économique. Voilà, même lui, il dit. Voilà. Comment on résout les problèmes de communication ? Pas au sens politique, est-ce qu'on lâche par la contre. bride au Parlement ? Est-ce qu'on laisse des personnalités émerger ? Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, puisqu'on dit que la seule opposition, c'est celle de la République insoumise, de la France insoumise, de Jean-Luc Mélenchon, et de certaines personnalités, justement, qui commencent à émerger, face à une gigantesque majorité, mais qui ne dit pas grand-chose. Alors du point de vue politique, c'est vrai d'ailleurs. Emmanuel Macron, aujourd'hui, au fond, il n'est pas si déstabilisé que ça par toutes les erreurs qu'il commet, parce qu'il n'y a pas de véritable opposition très forte, ni au sein du Parti Socialiste, ni au sein des Républicains, qui sont et encore moins au Front National. En train de tenter de se reconstruire et se regardent le nombril pour savoir comment ils existeront demain. Du point de vue de la communication, en tout cas, on n'en sort pas de ces séquences en pensant que la communication, elle peut servir à maquiller ou à travestir. La communication, ça peut valoriser une action, ça peut soutenir la diffusion d'une idée, ça peut aider à convaincre, mais ça ne peut pas maquiller, et ça ne sert surtout pas à mentir, comme on l'a entendu de la part de la patronne de la communication de l'Élysée. Qu'est-ce qu'elle a dit ? À toutes les questions qui me dérangent, j'assume de mentir. Vous installez là, non pas la hauteur nécessaire revendiquée par ce président jupitérien, mais de la défiance de la part de vos interlocuteurs quotidiens dans les médias, et ça se termine par une défiance naissante dans l'opinion publique chez les Français. Dans un quinquennat où le temps est raccourci, un quinquennat qui ressemble à une succession d'élections, ça va vite poser des difficultés à Emmanuel Macron et à ses équipes. On a vu aussi durant un certain nombre de séquences, le sommet de Hambourg, voire même la réception de Trump aux Invalides, un certain nombre d'images fournies par l'Élysée. Maintenant, l'Élysée a ses caméras, fait ses Facebook Live, les diffuse aux médias. Ça aussi, c'est nouveau. Ça aussi, c'est un risque, en quelque sorte, de squatter le rôle des journalistes. La République En Marche, qui veut aussi devenir un média.
Là, vous seriez mieux que nous capables de répondre. Est-ce que les journalistes sont heureux de recevoir des images toutes faites ? Objectivement, trop de contrôle de la communication. On est obligé de cibler images fournies par l'Élysée, puisqu'il n'y en a pas d'autres. Voilà, mais du coup, est-ce que c'est pas une très très mauvaise publicité ? Est-ce que ça fait pas un petit côté, au bout du compte, communication officielle, très ORTF, etc. C'est tout de même assez dangereux pour le pouvoir. J'aimerais revenir très vite sur ce qui a été dit. Peut-être qu'on peut juste te dire un point, c'est que les Français ne sont pas idiots et que il faut arrêter de les mépriser et de penser que en verrouillant tout, on contrôle tout, et notamment ce que les Français pensent. Les Français savent se forger une opinion indépendante, et le crédit accordé par les Français dans ces images, moi je crois que c'est relativement faible et que ça pousse notamment un certain nombre de Français à aller chercher des informations alternatives, et ça peut être dangereux dans un certain nombre. J'aimerais revenir un peu sur... Parce qu'il y a une obsession du contrôle chez Emmanuel Macron, de la communication, mais également de l'opposition. Il a fabriqué un peu son opposition officielle, y compris à l'Assemblée nationale, avec des ailes droites et des ailes gauches, de constructifs ou de progressistes. Le problème, c'est que ne pas avoir d'opposition, en fait, c'est très mauvais pour le pouvoir. Parce que l'opposition, elle a également ses travers. Et il est très, très confortable de pouvoir frapper sur l'opposition. Et pour l'instant, on n'a pas de vraie opposition. On a un Front National. C'est qui aujourd'hui? Justement, Jean-Luc Mélenchon est celui qui a le mieux joué sa carte, parce qu'il a compris, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la ligne idéologique et métaphysique du gouvernement, c'était l'Europe. Et quand il attaque le drapeau européen en arrivant à l'Assemblée nationale, c'est pas neutre. C'est-à-dire, il se pose réellement. Je mets pas de cravate. Je m'oppose notamment sur la loi travail et sur les ordonnances qui vont bientôt paraître. Je m'oppose à la fois aux réformes et à la métaphysique de ces réformes-là. Et donc là, il y a un avantage comparatif de Mélenchon qui a bien mené la première manche. D'un mot, Macron doit s'ouvrir davantage. Il faut surtout qu'il accepte. Confiance. Il doit surtout jouer moins artificiellement une communication pensée et théorisée de manière totalement déconnectée des réalités du terrain, parce que ça ne marche pas et on le voit aujourd'hui. D'accord avec ça? Oui, tout à fait. Bon, on en restera là. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu en parler dans 24 heures en question. Sur ce temps des doutes d'Emmanuel Macron, est-ce la fin bien définitive de l'état de grâce, et assiste-t-on à une nouvelle séquence présidentielle? On en reparlera évidemment dans les jours à venir, et peut-être aussi après les vacances, avec l'arrivée des ordonnances et des nouvelles lois. Restez avec nous. Dans un instant, le journal sur LCI.